Europe 1, 8h35, la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, la course contre la montre est enclenchée. Nice matin, enlèvement d'Hervé Gourdel, l'attente insoutenable. La Nouvelle République, otage français en Algérie, la traque. Face au chantage, certains mettent en avant la cohésion. Le Figaro, la France refuse de céder à la terreur islamiste. Mais d'autres posent les questions qui fâchent. L'opinion, Irak, des frappes pour quoi faire? Libération, une guerre juste? La guerre contre l'État islamique qui occupe une part importante de vos journaux ce matin. Oui, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça tombe mal, alors qu'en une du Monde, l'éditorial s'intitule « Une guerre qui ne dit pas son nom », alors que tous les journaux adoptent un vocabulaire martial, l'énorme couac du ministère de l'Intérieur fait mauvais genre. Mais curieusement, il n'y a que le Parisien pour donner toute sa mesure à ce qu'il qualifie de stupéfiant cafouillage. Dans le Figaro aussi, Jean-Marc Leclerc conclut par ces mots le résumé des faits, panne de logiciels et autres. Un sérieux serrage de vis s'impose dans les rangs de la police nationale, où l'amateurisme que révèle cet épisode risque d'éclabousser jusqu'au ministre. On ne saurait mieux dire. Et voilà qui pourrait fragiliser cette union nationale qui est visiblement la thématique du jour. D'autant que certains n'hésitent pas à remettre en cause les supposées évidences. Certes, les mots de guerre juste assortis d'un point d'interrogation en une de Libération peuvent être mal choisis. Face aux barbares, la question n'est pas celle de l'injustice. Mais le journal pose les bonnes questions. Quels sont les objectifs militaires de cette guerre? La stratégie militaire est-elle pertinente? Est-ce que l'opération va durer? Dans le Parisien, c'est Jean-Christophe Ruffin, ancien diplomate, qui le dit très brutalement. Il est assez facile de se donner des habits de chef de guerre. Contrairement à ce qu'on peut croire, cette posture virile est plus simple que de réformer le code du travail. Manque de moyens, flou stratégique, c'est aussi l'analyse de Jean-Dominique Merchet dans l'Opinion. Il cite un historien et colonel de l'infanterie de marine, Michel Goya, qui l'affirme. Avec le pouvoir actuel et le précédent, on serait allé en Irak en 2003 et il imagine le coût matériel et humain. Pour le journaliste, les interventionnistes partisans des croisades contre le mal sont plus influents que jamais dans les sphères françaises du pouvoir, des experts et des médias, transcendant les clivages partisans entre droite et gauche. On devrait le voir d'ailleurs bientôt à l'Assemblée nationale. On parle également beaucoup de Nicolas Sarkozy ce matin encore. Mais oui, dimanche soir, Nicolas Sarkozy ne s'est pas étendu sur la question du danger islamiste. En fait, il ne s'est étendu sur aucun sujet, sans doute parce que quand on s'étend, on court toujours le risque de s'étaler. Mais éviter les sujets qui fâchent ne marche pas longtemps, parce qu'on est parfois rattrapé par l'actualité elle-même. Il y a d'abord Le Monde qui nous raconte le témoignage d'un couple d'homosexuels hommes. Ils viennent d'obtenir l'agrément pour adopter un enfant. Ils expliquent leur choix d'accepter un enfant même un peu âgé, même malade, ceux finalement dont personne ne veut. Et puis Le Figaro revient sur la décision de la Cour de cassation d'autoriser l'adoption après une procréation médicalement assistée à l'étranger. Pour Vincent de Trémollet, la loi Taubira contenait bien en germe l'autorisation de la PMA et même des mères porteuses. Et il rappelle les mots de la ministre, c'est une réforme de civilisation. Nicolas Sarkozy n'a pas fini d'en entendre parler. On parle série télé entre guillemets à Bagnolet. Mais oui, ça c'est un article assez incroyable sur le site slate.fr qui imagine une série télé à Bagnolet plutôt qu'à Marseille où elles sont aujourd'hui en plein essor. Parce que, nous dit Titiou Lecoq, tous les ingrédients sont réunis. Et il décrit chaque scène, c'est terrifiant. Les vendeurs à la sauvette, environ 3000, qui ont envahi un coin de la ville pour proposer téléphones et ordinateurs volés. Les riverains qui subissent les monceaux d'ordures, les nuisances. La ville ruinée par un emprunt toxique de Dexia et qui n'a pas de moyens policiers suffisants et qui paye des vigiles. Et puis même le square pour enfants envahi, les toboggans démontés parce que les nettoyages à grandes eaux ont amolli le sol. Une situation ubuesque dans laquelle l'État se défausse et viendra au mieux déplacer le problème vers une autre banlieue, d'autres riverains. Et pendant ce temps-là, au Sénat. Ben oui, pendant ce temps-là, on prépare le renouvellement d'une partie des sénateurs. Mais plutôt que la projection du Monde sur le possible basculement à droite, il faut lire l'enquête de l'Express sur les avantages hallucinants. Les subventions grappillées sans aucun contrôle, les sénateurs fantômes qu'on ne voit jamais, les fonctionnaires dorés sur tranche, comme le dit l'article, dont 75 mobilisés pour l'entretien du jardin du Luxembourg. Ça change des articles sur les conditions misérables dans les maisons de retraite. On termine à table ? Mais oui, un des points forts du Sénat serait, paraît-il, sa cantine, parce que le sénateur est une espèce rare. Le magazine GQ nous explique que les hommes politiques ont changé de régime. Oui, le teint rouge et le ventre rebondi, en fait, c'est mal vu aujourd'hui. Il faut être efficace, performant. La logique libérale et concurrentielle a eu raison de la politique à l'ancienne, où l'on négociait autour d'un bon repas. Donc on résume, on a le choix entre le sénateur bon vivant, mais pas très transparent, ou le jeune loup aux dents longues, ultra parqueté et formaté. Sinon, De Gaulle, amoureux de la bouillabaisse et des poulettes Tantivonne, ça marchait assez bien en fait. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain Natacha. À demain.